Mesdames et messieurs, nous sommes encore en début de saison, les équipes se chauffent, les équipes se rôdent dans ces mois de septembre, octobre, novembre. Le Barça retrouve vraiment le sourire après cette trêve avec des gros scores, des bons résultats, des victoires, du sérieux, du collectif et aussi des joueurs individuellement qui se montrent au top. Mais il trotte dans ma tête depuis maintenant quelques semaines un dispositif, un schéma, surtout au milieu de terrain, qui me ferait extrêmement rêver. Et j'avais besoin de le délivrer, ce schéma de rêve, et c'est aujourd'hui dans cette vidéo tactique que je vais en parler. Les amis, j'espère que vous allez bien. Petit disclaimer, comme j'aime souvent le faire, avant de commencer cette analyse, bien évidemment que ce que je vais vous montrer, ça ne veut pas dire que le Barça doit absolument passer par ça pour gagner. On fera le bilan de la stratégie et surtout voir si c'est réalisable en fin de vidéo, mais l'objectif c'est surtout vous faire part d'un kiff personnel et de vous dire que cette solution peut aussi s'inscrire dans une des solutions que peut proposer le FC Barcelone. Mais je ne dis pas que c'est la seule, et je ne dis pas que ce qui se passe actuellement, ça ne marche pas du tout. Et la première des questions justement qu'on peut se poser, c'est pourquoi essayer un petit peu de changer ce milieu de terrain? Pourquoi Dave, tu changerais quelque chose qui a très bien fonctionné l'année dernière? Parce que si vous suivez bien la chaîne, vous savez que justement, il y a eu des périodes l'année dernière et aussi en ce début de saison, alors surtout au mois d'août avant la trêve, où le Barça a montré certaines difficultés dans son jeu, dans son animation, qui venaient avant tout aussi d'une problématique qui pouvait être réglée par le milieu de terrain. À savoir bien évidemment le pressing. Le pressing qui était moins bien exécuté de la part du Barça, on l'a dit déjà en fin d'année dernière et même à quelques reprises sur quelques semaines du championnat de l'année dernière, et aussi en ce tout début de saison. Et le pressing, comme j'aime à le rappeler, il est aussi et surtout dicté par ta capacité de conservation haute. Parce que ta conservation haute t'aide à placer ton bloc pour récupérer le ballon à travers le contre-pressing, le fameux Gegenpressing. Donc pour toutes ces raisons-ci, je trouvais que le milieu, notamment avec Fermín et Olmo en tant que milieu haut, se dirigeait plus avec des joueurs qui étaient des joueurs de rupture et de verticalité que des joueurs de possession, que des joueurs de conservation. Alors bien évidemment, là, au moment où je tourne cette vidéo, le football du FC Barcelone est un tout petit peu en train de me faire mentir parce que c'est du Olmo ou du Fermín qui est titulaire et ça se passe très bien dans les scores et le pressing en lui-même s'améliore nettement. Donc pour l'instant, ça arrive à tenir et ça se passe très très bien. Mais deux petites choses. La première, c'est est-ce que ça va tenir jusqu'au bout de la saison ? Cette manière de jouer, ce pressing qui peut à certains moments être énergivore. L'objectif de la conservation de balle, c'est aussi de fournir un football qui est moins énergivore, parce que ça t'aide à récupérer le ballon plus vite, et moins te baser sur ta capacité à foncer sur ton adversaire en 1 contre 1 pour lui prendre le ballon. Et deuxième point, on a vu pour l'instant, sur la saison, sur cette saison-ci, que c'était difficile pour Fermín et Olmo d'enchaîner beaucoup de rencontres à un haut niveau. Souvent, quand l'un est bon, l'autre est moins bon, et on n'arrive pas à avoir un des deux qui se met vraiment en avant par rapport à l'autre. Donc par rapport à ça, oui bien évidemment que des fois je pense à une petite formule qui est la suivante, celle composée d'un milieu à 3 version 4-3-3 avec en point de basse Bernal et les deux numéros 8 que sont Pedri et Frenkie de Jong. Passons un petit peu en revue les joueurs de mon trio de rêve. Tout d'abord Frenkie de Jong. Pourquoi Frenkie de Jong le placer en tant que numéro 8 ? Tout d'abord pour le libérer un petit peu des tâches défensives. L'idée bien évidemment n'est pas que ça devienne un joueur qui ne défende pas, vous le voyez très bien, même un numéro 8 du FC Barcelone, il se doit de défendre. Mais c'est juste, je pars du principe que Frenkie de Jong est moins adepte d'être vraiment le joueur qui fait les tâches défensives, qui fait vraiment les efforts défensifs. Il le fait un petit peu mieux, il le fait plus, surtout depuis la fin de saison dernière avec Flick, donc ça il faut le noter bien évidemment, mais je considère que c'est pas dans sa nature propre, quand bien même avec l'Ajax Amsterdam, il a joué à certains moments défenseur central. Et j'aimerais bien voir un Frenkie de Jong, en plus de ça, qui retrouve un poste qu'il avait un petit peu touché sous Xavi, quand Busquets était vraiment le numéro 6, qui a un poste plus de numéro 8, et qui lui permet à certains moments de se projeter. Si on reprend les stats de Frenkie de Jong, on voit que c'est toujours un joueur qui a une qualité de passe aujourd'hui, on voit qu'il est toujours intéressant, qu'il y a toujours aussi de la projection actuellement, mais que sur les passes notamment qu'il va réussir à trouver, et les zones qu'il va trouver à travers ses passes, on était sur un Frenkie de Jong sous Xavi qui arrivait à trouver des passes dans des zones très dangereuses. Ce qui est moins le cas actuellement, c'est totalement logique puisqu'il est moins proche de ces zones dangereuses. Mais on le sait que Frenkie de Jong a la qualité, pourquoi pas, pour être aussi intéressant dans le dernier tiers adverse. Parce que c'est un joueur qui a une qualité de passe monstrueuse et même une qualité de frappe qui n'est pas si horrible que ça. Et en plus de ça,
une qualité de projection. Souvenez-vous, le Frenkie de Jong sous Xavi, le nombre de fois on le voyait se faufiler dans la surface de réparation adverse à travers des appels verticaux. Et bien cette version Frenkie de Jong, moi elle me plaît bien. Et en plus de ça, si je mets donc Frenkie de Jong dans ces deux numéros 8, c'est donc que j'enlève le milieu haut qui est Fermin ou Dani Olmo et que je trouve donc que dans la conservation, Frenkie de Jong est au-dessus de ces deux joueurs-ci. Pas que c'est le meilleur dribbleur bien évidemment, mais que dans ce rôle de relayeur, numéro 8, Frenkie de Jong sera plus un joueur qui permettra au Barça de temporiser. Et donc qui répondra plus aux critères que j'attends du FC Barcelone, à savoir poser le jeu haut sur le terrain pour nous aider sur le contre-pressing. Maintenant, passons au meilleur milieu de terrain du monde, je parle bien évidemment de Pedri. Et Pedri, les questions qui peuvent se poser, c'est pourquoi vous voulez un Pedri plus haut? On sait que Pedri il est moins à l'aise quand il est haut, quand il est avec l'Espagne, il joue numéro 10, c'est moins pertinent, etc. Alors, c'est pas forcément vrai, parce que déjà, ce que j'attends de Pedri, c'est pas qu'il soit numéro 10, c'est qu'il soit numéro 8. Ce qui est finalement pas si différent de ce qu'il fait actuellement, en fait. Parce qu'après, Pedri, il est multitâche, multipositionnel, donc à certains moments, il se retrouve là. Mais surtout, Pedri a eu ce rôle un petit peu aussi en Espagne, et ça a très bien marché. En témoigne le dernier match qu'il a joué avec l'Espagne contre la Turquie, où il est placé un tout petit peu plus haut, et où il te lâche un match masterclass du côté de l'Espagne. Et je pense surtout que Pedri a la qualité et a la capacité pour jouer beaucoup de postes au milieu de terrain. Donc cet argument de dire oui mais Pedri il est moins à l'aise quand il est un petit peu plus haut, j'y crois pas trop. Preuve en est, il a fait des matchs où il était plus haut et il était extrêmement pertinent. Donc c'est un joueur bien évidemment qui a besoin de toucher beaucoup de ballons et d'être partout sur le milieu de terrain, mais le replacer un tout petit peu plus haut qu'il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire que là dans le double pivot c'est quand même l'élément le plus offensif des deux, hein. Il est devant Frenkie de Jong, je pense pas que ça va changer énormément de choses tout en le gardant, et ça c'est le deuxième point important autour de Pedri, en tant qu'électron libre. C'est ça qui est intéressant avec Pedri, c'est que le joueur a un abattage physique de fou, qui sait défendre, il sait récupérer des ballons, mais en même temps il peut aussi un petit peu plus se projeter, être un peu plus aux abords de la surface de réparation. On connaît sa qualité de frappe, il ose malheureusement pas assez pour l'instant, si tu le rapproches un petit peu plus, il va être intéressant. Et en plus, au même titre qu'un Frenkie de Jong, il va te rapporter sa qualité technique encore plus proche du but, et quand un Pedri te rapporte cette qualité-ci, tu sais que ça peut être redoutable pour les adversaires. Donc l'objectif, c'est pas de le cantonner encore une fois à un rôle qui est que offensif, c'est qu'il soit présent encore une fois partout, que ce soit dans la construction, que ce soit dans la récupération, et que ce soit aussi dans la création un tout petit peu plus présent offensivement de la part de Pedri. Et le dernier point important à mentionner par rapport à Pedri, c'est un peu comme Frenkie de Jong. C'est peut-être avoir un tout petit peu moins d'efforts défensifs à faire. Quand bien même, comme je viens de le dire, il est très bon là-dedans. Je crois que Pedri, l'année dernière en Europe, c'est un des meilleurs récupérateurs. Et c'est pas à ça, hein, qu'on pense forcément quand on parle de Pedri. On se dit pas c'est un récupérateur, mais il court beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, et Pedri, on en a besoin tout le temps à 100%. C'est lui l'horloge du FC Barcelone, c'est lui la boussole, c'est lui qui dirige tout. Si tu as un Pedri qui n'est pas en forme, le Barça risque également d'être un tout petit peu malade. Donc il faut qu'il soit à 100%, et je me dis que oui, ça a tenu l'année dernière, il a été capable de faire plein d'efforts, mais qu'à certains moments, on voyait un Pedri un tout petit peu plus fatigué, ce qui est normal, ce qui est humain. Et que là, je me dis, si tu enlèves un tout petit peu d'effort défensif, géré par celui dont je vais parler juste après, ça peut l'aider à être encore plus pertinent offensivement et être encore plus omniprésent balle au pied. Et enfin, on conclut ce trio par Marc Bernal. Marc Bernal qui donc change la donne avec ce trio-ci. Et pourquoi je pense à Marc Bernal, ça pourrait être bien évidemment Casado, mais je vais en parler juste après, c'est que Marc Bernal, pour moi, il a le profil parfait pour incarner ce 6 FC Barcelone. Ce 6, Sergio Busquets. Ce 6 qu'on n'a pas retrouvé depuis le départ de Sergio, justement. On a voulu mettre un Frenkie de Jong, on a vu que tout seul numéro 6, Frenkie, c'était pas trop ça. On a testé du Oriol Romeu, pas trop ça. Du Christensen, malheureusement, c'est trop un profil défenseur central. Donc on n'a pas trouvé vraiment de solution à ce Sergio Busquets qui est parti. Bernal, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire c'est le joueur qui va incarner la polyvalence dans ce rôle de numéro 6 à travers les récupérations, l'intelligence de placement, parce que c'est ça qui est important chez Sergio Busquets, hein, c'est pas le meilleur récupérateur devant sa surface de réparation, normal vu que le Barça défend très peu en étant devant sa surface de réparation, mais c'est un joueur qui par le placement initie très bien le pressing et donc récupère beaucoup. Et c'est aussi un joueur qui est un petit peu une horloge, un petit peu comme Pedri, c'est-à-dire qu'il peut garder la balle, c'est un joueur de conservation, Bernal, et c'est un joueur qui va aimer aussi le tempo lent, et qui est capable d'être dans la gestion de ce contrôle du ballon. Ce qui est un tout petit peu moins capable de faire Casado. J'adore Casado également, mais Casado, pour moi, ça va plus être un joueur aussi qui va pouvoir jouer rapidement, qui a peut-être une meilleure qualité de jeu long que Bernal,
mais qui est moins dans la temporisation. Avec Bernal, je retrouve vraiment cet élément que je recherche, qui est la conservation de balle, tout en étant un joueur qui peut jouer vite quand il le doit. Il l'a fait sur sa première passe décisive de la saison. Ce qui est donc intéressant à travers ces trois joueurs-ci, c'est que j'essaye de trouver aussi de la polyvalence et du mouvement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Pedri qui peut à certains moments rester haut parce que Frenkie de Jong va faire l'effort pour prendre la place qu'il doit occuper. Parce que Frenkie de Jong est aussi habitué aux efforts défensifs. Il peut y avoir à certains moments un de Jong qui reste un petit peu plus haut et Pedri va faire l'effort défensif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mobilité entre les trois. Ces trois joueurs qui parlent un petit peu le même football, trois joueurs qui ont cette capacité de jouer rapidement, comme de temporiser. C'est des joueurs qui ont cette fibre du jeu aussi, petits espaces, qui sont capables aussi de respirer face à la pression adverse, qui ont beaucoup de points en commun, mais qui t'apportent une mobilité et la capacité justement d'aider un des joueurs qui ne va pas forcément faire l'effort au moment où il doit le faire. Donc pour toutes ces raisons-ci, moi je le trouve très intéressant ce trio. Les questions qui peuvent se poser, bien évidemment, c'est après qu'est-ce qu'on fait des remplaçants. En tout premier lieu, Gavi et Casado. Gavi et Casado s'inscrivent parfaitement dans ce milieu de 4-3-3. À savoir que Casado peut être la pointe basse en tant que numéro 6 à la place de Bernal. Casado peut, je pense, également être numéro 8, mais ça c'est un autre débat. Il a cette capacité de projection, cette capacité aussi de mettre de l'intensité un petit peu plus haut dans le milieu de terrain. Et Gavi peut bien évidemment également être numéro 8, c'est voire même selon moi sa position préférentielle quand il sera de retour. Ensuite, les questions se portent un petit peu plus sur Dani Olmo, bien évidemment, et Fermin Lopez. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que eux, en revanche, c'est pas vraiment leur poste, que ce soit 6 ou numéro 8, ce ne sont pas leurs postes de prédilection. Selon moi, si, bien évidemment, c'est hypothétique, on passe à cette formule-ci et que ça devient la formule du FC Barcelone, il faudra faire un choix entre les deux. Mais il faudra forcément en garder un des deux. Pourquoi? Parce que ça nous apporte de la polyvalence. C'est-à-dire que Fermin Lopez et Dani Olmo sont des profils que tu n'as pas. Donc il faut absolument en garder au moins un. Parce que ça te permet, si tu joues face à un adversaire qui est différent, où il faut que tu t'adaptes, de le mettre en jeu et que ça change un petit peu ta structure. Mais c'est sûr que si on part là-dessus, je le répète, ce n'est qu'hypothétique, il faudra faire un choix un jour entre Dani Olmo et Fermin Lopez, mais en conserver bien évidemment un, tout en pensant et tout en conservant en tête que même un Fermin, un Dani Olmo peuvent être intéressants dans ce poste, soit de faux numéro 9, soit de genre demi-espace gauche. Maintenant, nous sommes en fin de vidéo et la question est bien évidemment de se dire si mon rêve est réalisable ou non. Alors la question c'est qu'en ce moment je pense pas que ce soit très réalisable. Pourquoi? Parce que Flick n'est pas adepte de ce schéma-ci, il a montré que ce soit avec le Bayern et avec l'Allemagne qu'il est très friand de ce sorte de 4-2-3-1 et surtout de cette sorte de double pivot, quand bien même De Jong et Pedri sont pas exactement sur la même ligne. De plus, on est sur un Barça qui depuis la trêve marche bien avec ce système-ci et Flick est arrivé à ajuster les petits défauts de la conservation et du pressing sans changer cette structure de jeu. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Je ne vois pas pourquoi Flick changerait ça, surtout à l'approche de matchs importants pour le FC Barcelone. Mais si à un moment, le Barça fatigue un petit peu plus, a un petit peu plus de mal sur le pressing, n'arrive pas à imposer son style de jeu, ses temps forts, ses temps de possession, et qu'on veut continuer à être haut sur le terrain avec une ligne de hors-jeu et un bloc haut, je pense qu'avec les capacités qu'ont les trois joueurs que je vous ai cités, on peut réussir de très très belles choses et de très grandes choses. Voilà, c'est mon avis et c'est pour ça également que je voulais présenter ce trio, ce top 3 qui reste mon milieu de rêve, mais qui bien évidemment n'est pas forcément le milieu et la solution que devra mettre en place Flick pour tout décrocher cette saison. En tout cas, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on suivra. Maintenant, j'ai hâte de me dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, est-ce que vous avez la même sensibilité, la même fibre? Est-ce qu'un milieu Bernal, Pedri, De Jong, ça vous parlerait? Est-ce que vous trouvez ça réalisable, vous, de votre côté? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.